Chers étudiants, bonjour. Je me présente, c'est Madame Guéchaïri, docteur en économie. Je suis l'enseignante chargée de vous présenter notre 5e cours sur les marchés des capitaux, suivi de quelques définitions complémentaires. Notre matière se présente comme suit. C'est toujours le semestre 1 dans la même faculté. Matière langue étrangère. Enseignante coordinatrice, c'est Madame Zerigui. L'enseignante chargée de présenter ce 5e cours, c'est Madame Guéchaïri, moi-même. Et voici le code de la ressource. Passons maintenant au plan du cours. Premièrement, définition des marchés des capitaux. Deuxièmement, type des marchés des capitaux, c'est-à-dire le marché monétaire et le marché financier. Troisièmement, définition de l'épargne. Quatrièmement, les formes de l'épargne. Cinquièmement, définition de l'inflation. Et en dernier lieu, la définition du trésor public. Qu'est-ce qu'un marché des capitaux? Les marchés des capitaux sont des lieux de rencontre entre les agents économiques à capacité de financement, on les appelle des offreurs, et des agents économiques à besoin de financement, on les appelle des demandeurs. Autrement dit, les marchés des capitaux sont des lieux où se rencontrent des agents économiques ayant un excédent de capitaux, c'est-à-dire fa'id min ru'us al-amwal, on les appelle les offreurs ou bien les investisseurs al-mustathmirin, et ceux ayant un besoin de financement, les demandeurs comme on avait dit, le schéma suivant nous démontre qu'est-ce qu'un marché des capitaux. Donc, c'est un échange entre les agents à capacité de financement avec des agents à besoin de financement. C'est-à-dire, des agents économiques vont donner leur excédent de capitaux aux agents qui ont besoin de ces capitaux. Deuxièmement, quels sont les types des marchés des capitaux? Les marchés des capitaux regroupent deux catégories de marchés. Le marché monétaire sur al-naqdi et le marché financier sur al-awraq al-maliya. A, le marché monétaire. Donc c'est un marché de capitaux à court terme, c'est-à-dire entre un jour et un an. Donc ce marché, c'est un lieu où se rencontrent des offreurs et des demandeurs de liquidités. Comme on avait dit auparavant, il y a un échange entre les agents économiques à capacité de financement, c'est-à-dire les offreurs, et les agents économiques à besoin de financement, c'est-à-dire les demandeurs de liquidités. On retrouve deux types de marchés monétaires. Le marché interbancaire sur Fima Bayna al-Bunuk et le marché des titres de créances négociables sur Sanadas Duyun Qabila Litadawul. On appelle ça TCN. Ce qu'il faut savoir sur le marché monétaire, c'est un marché où s'échange de la liquidité, alors que le marché financier, c'est un marché où s'échangent des valeurs mobilières qu'on verra par la suite. On commence alors par le marché interbancaire. Ce marché est exclusivement réservé aux agents financiers et met donc en relation, entre autres, les établissements de crédit comme les banques avec la supervision de la Banque centrale, bien sûr. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce soit le marché interbancaire ou les marchés en général, il y a toujours un échange entre les agents économiques à capacité de financement avec les agents économiques à besoin de financement. Le type d'agents économiques dans ce cas sont les banques commerciales. Ce sont des agents financiers, c'est-à-dire que les autres agents économiques comme les ménages ou bien les entreprises ne peuvent pas intervenir sur ce marché. Passons à notre exemple. Donc, on a une banque à capacité de financement, c'est la banque A, et une banque à besoin de financement, la banque B. Avant toute chose, il faut savoir que l'activité principale des banques, que ce soit la banque A ou bien la banque B, est la collecte des dépôts des clients et l'octroi de crédit à d'autres clients.
دونك نشاط البنك يتمثل في جمع الأموال من الزبائن وتقديم القروض إلى الزبائن الأخرى. Dans ce cas, la banque à capacité de financement, la banque A, va prêter de l'argent à la banque qui a un besoin de financement, la banque B. Comme nous l'avons dit auparavant, les échanges réalisés sur ce type de marché, c'est-à-dire le marché interbancaire qui fait partie du marché monétaire, sont réalisés à court terme, c'est-à-dire entre un jour et un an. Dans un cas pareil, ces échanges sont réalisés le jour même, c'est-à-dire qu'à un moment donné de la journée, la banque B va rendre l'argent à la banque A plus un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, c'est le prix du prêt, c'est-à-dire c'est le gain ou bien le bénéfice de la banque A. Ainsi, l'équilibre est réalisé entre les banques, mais aussi les banques répondent à la demande de leurs clients concernant les prêts et les emprunts octroyés. Comme nous le savons, cet équilibre est supervisé par la banque centrale, c'est-à-dire que le banque al-markazi يقوم بالرقابة على البنوك. Comme nous le savons, la banque centrale, entre parenthèses, exerce sa fonction de régulation du système monétaire, معناتها الاستقرار في النظام النقدي, en assurant un équilibre sur le marché. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que la banque centrale, elle intervient pour apporter des liquidités lorsque les banques sont en manque, c'est-à-dire quand la demande est plus importante que l'offre, ou reprendre des liquidités lorsqu'il y a un surplus, lorsque l'offre est plus importante que la demande. Passons maintenant au marché des titres négociables, TCN, سوق سندات الديون قابلة للتداول. Donc, il permet l'intervention de tous les agents économiques sur le marché à travers l'achat ou la vente des titres. Le marché interbancaire, c'était des échanges entre les agents économiques. Ces agents économiques étaient des agents financiers. Alors que dans ce marché, les échanges peuvent se faire entre tous les agents économiques. Voilà la première différence avec le marché interbancaire. Donc ces échanges se font sous forme de billets de trésorerie émis par les entreprises, ou bien des certificats de dépôt, ou bien des bons de trésor, On avait vu que sur le marché interbancaire, les échanges se faisaient d'une manière directe, sans contrepartie bidoun muqabil, alors que dans le marché des titres, il y a un échange entre les agents économiques sous forme de billets, c'est-à-dire بوجود المقابل. هذا المقابل يتمثل في هاد الثلاثة: les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les bons de trésor. Alors maintenant, on va passer à notre exemple. Donc notre exemple nous démontre ceci. Les agents à besoin de financement émettent, c'est-à-dire vendent des titres aux agents à capacité de financement. Les agents à besoin de financement, on a les sociétés non financières, entre parenthèses, par rapport aux entreprises, les sociétés financières par rapport aux banques et troisièmement l'État par rapport à l'émission de trésor public. Donc, ces agents à besoin de financement vendent des titres aux agents qui ont la capacité de les acheter. عندهم القدرة في شراء هذه الأوراق وبيع هذه السندات القابلة للتداول. Comme les ménages, العائلات, les sociétés non financières, ça peut être des entreprises, ou bien les sociétés financières, par exemple les banques. Donc, les agents qui ont un besoin de financement حاجة إلى التمويل vont vendre des titres de كيقوموا ببيع هذه السندات القابلة للتداول. بيعها لمن؟
الأعوان الاقتصادية اللي عندها القدرة في شرائها. Donc, l'agent a besoin de financement, va vendre ses titres. En contrepartie, l'agent à capacité de financement va les acheter et va lui donner une somme d'argent. Donc, on a un exemple que, par exemple, une banque va acheter ses titres aux agents dans le besoin. Ça veut dire que cette banque va prêter de l'argent sous forme d'achat de titres de créances pour une durée de 6 mois. Donc après les 6 mois, l'entreprise qui a émis les titres va rendre l'argent plus une somme d'argent supplémentaire qu'on appelle le prix du prêt, c'est-à-dire ça représente le taux d'intérêt comme on avait vu auparavant dans le cas des marchés interbancaires. Passons maintenant au marché financier. On avait dit que le marché des capitaux regroupait le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire qu'on vient de voir, c'était sur le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables, et maintenant le marché financier. Donc c'est un marché de capitaux à long terme, c'est-à-dire plus d'une année, contrairement au marché monétaire qui était à court terme. Donc sur ce marché, ils sont émis et négociés des titres de propriété, actions, et des titres de créances, obligations, qu'on appelle des valeurs mobilières. C'est-à-dire, سوق رؤوس الأموال في هذا السوق يتم إصدار وتداول الأوراق المالية. هذه الأوراق المالية إما تكون أسهم أو سندات. Alors, on retrouve deux types de marchés. On a le marché primaire qu'on appelle le marché du neuf et le marché secondaire, le marché d'occasion. Pourquoi le marché primaire? Pourquoi marché du neuf? On prend l'exemple suivant. On a l'État, entreprise, collectivité, ce sont des agents économiques. Dans cet exemple-là, ces agents économiques ont besoin de financement, c'est-à-dire ils vont créer des nouveaux titres pour les vendre à un acheteur. Cet acheteur est considéré comme un agent économique à capacité de financement. Donc, في هذا السوق الأولي يتم إصدار الأوراق المالية لأول مرة. Donc, l'acheteur numéro 1, il est un agent à capacité de financement. Sur le marché secondaire, cet acheteur va devenir un agent à besoin de financement, c'est-à-dire il va revendre les titres qu'il a achetés sur le premier marché. Il va les revendre à un acheteur, c'est-à-dire un agent économique à capacité de financement. Donc, في هذا السوق يتم السوق الثانوي يتم تداول الأوراق المالية ولا بيع الأوراق المالية التي صدرت في السوق الأولي. C'est pour ça qu'on appelle le marché d'occasion. Ça veut dire qu'il est en deuxième main. Que ce soit sur le marché primaire ou le marché secondaire, il y a un échange entre les agents économiques. Cet échange se fait sous forme de titres, que ce soit des actions ou bien des obligations. Donc, l'échange de valeurs mobilières, contrairement au marché monétaire où on avait dit que les échanges se font sous forme de liquidité. Premièrement, le marché primaire, le marché du neuf. Il a comme fonction de financement de l'économie à travers l'émission des titres, c'est-à-dire des actions et des obligations qu'on appelle des valeurs mobilières nouvelles. السوق الأولي يتمثل في ولا له دور في تمويل الاقتصاد عن طريق إصدار الأوراق المالية وهذه الأوراق المالية تكون أسهم أو سندات. Donc ce marché, il permet aux agents économiques, par exemple les entreprises, de trouver des ressources financières nécessaires. Quand ils ont un besoin de financement, ils vont émettre des titres. Et en contrepartie, ils vont recevoir de la liquidité. C'est pour cela qu'on dit qu'il a comme fonction de financement de l'économie. On va étudier de plus près la différence entre les actions et les obligations. Premièrement, celui qui achète une action, on dit qu'il a un titre de propriété. C'est-à-dire que vous achetez une partie de l'entreprise. عندك حق في الملكية في المؤسسة. مؤسسة ما. Alors que l'obligation est un titre de créance, c'est-à-dire que quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à celui qui a émis ce titre.
Le type de gain, dans ce cas-là, en ce qui concerne l'action, le gain est considéré comme une part du bénéfice, les dividendes. Le gain d'une action est lié avec les résultats de l'entreprise. Une part de bénéfice et ainsi de suite. Alors que pour l'obligation, le gain est sous forme d'un taux d'intérêt, c'est-à-dire un paiement d'intérêt sous forme de coupon. Troisièmement, en ce qui concerne la durée, une action a une durée illimitée du moment où l'entreprise est existante, est toujours d'actualité et en activité, et du moment où l'actionnaire a toujours cette action, sa durée est illimitée. Alors que l'obligation, on avait dit que c'était un prêt à long terme. Si c'est sur 5 ans, cette obligation va exister pendant les 5 ans. Deuxièmement, le marché secondaire qu'on appelle aussi le marché d'occasion. Donc, c'est le marché sur lequel s'échangent les titres, c'est-à-dire les actions et les obligations, émis auparavant sur le marché primaire. Deuxièmement, il permet aux détenteurs de titres de se procurer de la liquidité en les vendant à ceux qui ont une capacité de financement. C'est-à-dire celui qui détient le titre, et s'il a besoin de liquidité, c'est-à-dire il a un besoin de financement, il va le revendre à un autre agent qui a une capacité de financement. Troisièmement, les échanges réalisés sur le marché secondaire se font dans une bourse de valeurs, c'est-à-dire c'est un lieu où s'échangent les valeurs mobilières, les actions et les obligations, comme ici sur la photo, la bourse d'Alger. Et dernièrement, le rachat et la revente des valeurs mobilières anciennes se fait au prix du marché selon la loi de l'offre et de la demande. Le marché primaire, c'est celui qui va émettre le titre fixe le prix, alors que sur le marché secondaire, le prix est fixé selon la loi de l'offre et de la demande. Le schéma suivant nous résume les marchés des capitaux. Alors ces marchés comprennent deux catégories de marchés, le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire à court terme, moins d'une année, regroupe deux types de marchés. Le marché interbancaire, c'est-à-dire les échanges effectués entre les banques avec la supervision de la Banque centrale, et le marché des titres de créances négociables, c'est-à-dire les échanges effectués entre tous les agents économiques. Le marché financier est plutôt à long terme, plus d'une année, regroupe aussi deux marchés, le marché primaire, l'émission des titres pour la première fois sur le marché, et le marché secondaire, la revente des titres qui ont été émis pour la première fois sur le marché. Ces échanges s'effectuent dans une bourse de valeurs. Cette bourse de valeurs, c'est un lieu où s'échangent les actions et les obligations. On avait vu auparavant les marchés des capitaux. On avait dit que c'était des lieux de rencontre entre les agents économiques à capacité de financement et des agents économiques à besoin de financement. On va se concentrer maintenant sur les agents économiques à capacité de financement. Quand on dit à capacité de financement, on veut dire que ces agents économiques ont un excédent de capitaux ou bien un excédent ou un surplus de liquidité. La question qui se pose à nous maintenant est comment ces agents économiques ont pu avoir ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cet excédent. Afin d'y répondre, on va voir notre troisième point qui est l'épargne. Elle est d'éral. Donc qu'est-ce que l'épargne? L'épargne correspond à la partie du revenu d'un ménage ou d'une entreprise, c'est-à-dire des agents économiques, qui, durant une période donnée, n'est pas affectée à la consommation. Pour résumer, l'épargne est une partie du revenu non consommé. الادخار يمثل مبلغ من المال غير المستهلك. L'épargne est généralement confiée à un organisme financier qui la rémunère par un taux d'intérêt.
Donc cette partie du revenu qui n'est pas consommée, elle est confiée à un organisme financier, par exemple une banque, et en même temps, elle va rémunérer cette somme d'argent par un taux d'intérêt. Vous allez mettre votre somme ou votre revenu non consommé dans une banque et en contrepartie, la banque va vous donner un taux d'intérêt. Prenons l'exemple suivant. Les économistes distinguent deux utilisations possibles du revenu. Alors la première correspond à la consommation et la deuxième correspond à l'épargne. Par exemple, on a un ménage qui a un revenu disponible mensuel par mois de 35 000 dinars, c'est-à-dire 3 500 000. Il consomme 30 000 dinars, c'est-à-dire 3 millions. Et il épargne 5 000 dinars. Donc la consommation consiste à, qu'est-ce qu'on veut dire par la consommation? C'est l'ensemble des biens et services utilisés de la part des ménages pour satisfaire leurs besoins. Comment le ménage satisfaire ses besoins? Par l'achat d'habits ou bien l'alimentation, c'est-à-dire les produits de première nécessité. Et les 5 000 dinars restantes vont être épargnés. On va les mettre de côté, soit dans une tirelire, on va les cacher, ou bien on va les cacher ou bien les déposer dans un organisme financier. Cette somme d'argent qui représente l'épargne, on peut dire que cette somme représente le surplus ou bien l'excédent de liquidité chez ce ménage. Donc, ce ménage qui est considéré un agent économique a une capacité de financement. Quatrièmement, quelles sont les formes de l'épargne? Anwa' al-iddikhar. On retrouve deux formes, l'épargne volontaire, اللي هي الادخار الاختياري, et l'épargne forcée, الادخار الإجباري. L'épargne volontaire se divise en deux, elle aussi. On peut dire l'épargne classique, c'est-à-dire l'iddikhar al-taqlidi, on appelle aussi thésaurisation. Cette forme d'épargne permet de disposer immédiatement de son argent en liquide et à l'origine, l'argent était placé ou bien caché chez soi à la maison. C'est-à-dire on a une somme d'argent à épargner, on va la garder à la maison tout simplement. Ça c'est l'épargne classique. Ou bien sous forme de placement, c'est-à-dire on appelle aussi l'épargne financière. La personne ou le ménage possédant une somme d'argent dont il n'a pas nécessairement besoin tout de suite peut, s'il le souhaite, la placer en banque sous forme de dépôt pour une certaine durée afin de la faire fructifier à travers le taux d'intérêt bien sûr, ou bien par l'achat de titres sur le marché des capitaux. Donc l'exemple précédent, on avait dit que le ménage avait un surplus, un excédent, une épargne de 5 000 dinars. Cette somme d'argent, soit il va la garder à la maison et on appelle ça l'épargne volontaire, ou bien il va la placer soit sur le marché monétaire à la banque, soit sur le marché financier à travers l'achat de titres, c'est-à-dire l'achat d'actions et d'obligations. C'est ça l'épargne volontaire. Tandis que l'épargne forcée, elle est réalisée par un agent économique, dans notre exemple le ménage, mais sur la décision d'un autre agent économique. C'est-à-dire un autre agent économique va obliger le ménage d'épargner. Exemple, les prélèvements sociaux en vue d'une cotisation pour une pension future. Les prélèvements sociaux, c'est-à-dire ils vont prélever une partie du salaire ou bien ils vont enlever une somme d'argent du salaire pour les cotiser pour une pension future comme la retraite. Donc, en versant des cotisations, par exemple à la caisse des retraites, l'épargnant fait une épargne en vue de bénéficier à l'âge de retraite d'une pension de retraite. Mais la décision ici de faire cette épargne ne revient pas à l'épargnant, c'est-à-dire au ménage, mais à l'administration publique. Dans notre cas, c'est la caisse des retraites qui est l'agent économique, le deuxième agent économique. Et cet agent économique va obliger le ménage de faire cette épargne à travers des lois qui disent que tout salarié doit cotiser à cette caisse en vue de pouvoir bénéficier de la pension de retraite par la suite.
Et cette partie du salaire qui est prélevée, elle sera restituée à terme. Une fois que ce ménage est en retraite ou bien prenne sa retraite, cet argent va être restitué, on va lui redonner cet argent qui a été prélevé ou bien enlevé de son salaire. Nous avions vu auparavant que la Banque centrale avait comme fonction de régulation du système monétaire afin de maintenir un équilibre sur le marché, c'est-à-dire un équilibre entre l'offre et la demande. La question qui se pose à nous maintenant est: que se posera-t-il ou que se passera-t-il si on a un déséquilibre entre l'offre et la demande? Notre prochain point, qui est l'inflation, va répondre à notre question. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation correspond à une augmentation générale et durable des prix sur l'ensemble des produits et par conséquent une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. التضخم يعرف بأنه الارتفاع المستمر والعام لأسعار السلع والخدمات مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية الخاصة بالعملة أو انخفاض القدرة على الشراء. Donc, pour résumer, l'inflation résulte d'une augmentation des prix et par la suite, le pouvoir d'achat diminue. Prenons l'exemple suivant. On a un panier de consommation qui contient 20 produits. Ce panier a été acheté en 2000 par un ménage à 500 dinars. 10 ans après, avec la même somme d'argent, le ménage n'a pu acheter que la moitié, c'est-à-dire 10 produits. Et encore 10 ans après, avec la même somme d'argent, le ménage n'a pu acheter que 3 produits. Cette diminution des quantités est due à l'augmentation du prix des produits et par conséquent une baisse du pouvoir d'achat du ménage. Autrement dit, si le ménage aurait continué à acheter ces 20 produits en 2010, ça lui aurait coûté peut-être 1000 dinars et en 2020, 2000 dinars. Et cela explique l'inflation. La diapositive suivante va répondre à notre question. C'est-à-dire, quand on est en situation de déséquilibre, que se passera-t-il ou bien que se passe-t-il? L'inflation résulte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Elle est toujours associée à une création de monnaie plus rapide que la création de biens et de services. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on est en situation de déséquilibre, il en résulte une inflation. Et pourquoi on a un déséquilibre? Parce que la création de monnaie, elle est plus rapide que la création de biens et services. Et par la suite, le prix de ces biens et services va augmenter. Voilà ce que c'est l'inflation. Le dernier point consiste à définir le trésor public, Le trésor public représente l'ensemble des moyens financiers collectés par l'État. Autrement dit, les ressources collectées à partir des prélèvements obligatoires comme l'impôt sur le revenu ou bien que les entreprises doivent payer, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi les contraventions des contribuables et contrevenants, c'est-à-dire les amendes que les agents économiques doivent payer en cas du non-respect de la loi. Donc الخزينة العمومية هي مصلحة حكومية تسير ميزانية الدولة أي الإيرادات ونفقات الحكومة إما تكون على شكل ضرائب على الدخل أو على القيمة الرسوم على القيمة المضافة أو على شكل غرامات. Le trésor public a 3 fonctions. Il est considéré comme caissier, comme comptable et comme financier. Premièrement, caissier. Pourquoi? Parce qu'il prend en charge, ou plutôt il est en charge du recouvrement de l'impôt. C'est-à-dire il va encaisser ou bien percevoir les prélèvements obligatoires des agents économiques comme l'impôt.
Il est considéré comme comptable parce qu'il établit la comptabilité de toutes les personnes publiques, l'État, les communes, les lycées, les universités, les hôpitaux et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il va établir les ressources et les dépenses de ces personnes publiques. Et il est considéré comme financier des personnes publiques, de ces mêmes personnes publiques, parce que ici, le Trésor public va agir en qualité de banquier, c'est-à-dire en émettant des emprunts sous forme de bons de trésor comme on avait vu auparavant, ou bien en mobilisant les dépôts de ces mêmes personnes publiques. Voilà, notre cours s'achève ici. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et je vous remercie infiniment de votre attention.